Alors maintenant, nous allons demander au docteur Naon de nous faire une présentation sur l'immunothérapie en cancérologie avec les innovations. Voilà, donc l'immunothérapie, alors j'ai pris des libertés concernant le masque, je vous le dis tout de suite, parce que... Ah, bah c'est parfait. Voilà, donc la première, et puis après j'ai fait des copier-coller, mais j'ai respecté l'idée. Hein. Voilà, donc en fait, deux mots concernant l'immunothérapie qui révolutionne le monde de la cancérologie. Depuis quelques années, ça a commencé il y a une bonne dizaine d'années avec le mélanome, on en redira un mot. Donc le propos ce soir, c'est d'essayer de vous montrer brièvement les armes thérapeutiques en cancérologie, dont une des dernières venues, mais pas que, on en redira un mot à la fin, l'immunothérapie. Donc ça, c'est juste pour rappeler que les publications scientifiques fleurissent depuis quelques années déjà, avec un paysage cancérologique en immunothérapie donc, qui s'élargit de jour en jour. Et comme vous savez tous que c'est le Festival de Cannes, j'ai trouvé opportun de partir un peu dans le cinéma pour vous faire comprendre que le combat contre le cancer, ben, c'est une guerre. Il y a une cible, donc l'étoile noire, c'est le cancer. Et donc on a trois grandes armes au sens générique, la chirurgie, la radiothérapie, et j'ai scindé le mot chimiothérapie en deux mots pour préciser que chimique, ça comprend toutes sortes de choses, et thérapie, bien sûr, l'arme thérapeutique. Donc, le décor est posé. On a l'étoile noire qui est la cellule cancéreuse qui a muté et avec une croissance que vous connaissez être exponentielle. Et l'arme numéro 1, la chirurgie. Donc, je vous la fais, mais très très courte, parce que je sais qu'il y a sûrement des chirurgiens dans la salle. Le but, c'est pas vraiment de vous détailler la chirurgie, mais vous dire que ça existe. On a retrouvé les premières traces de chirurgie, probablement carcinologique, à la préhistoire, avec le chopping tool peut-être. Après, on a commencé à disséquer, à utiliser le scalpel, puis ça s'est un peu amélioré avec le bistouri électrique. Ensuite, on s'est mis à faire de la chirurgie moins invasive avec la célioscopie, puis on s'est mis à travailler avec le robot, et ça c'est presque déjà demain en fait, puisqu'il y a des équipes qui sont notamment capables d'opérer à distance parfois. Donc la chirurgie, ça permet quoi? Ça permet de passer d'une jolie cicatrice qu'on avait avant dans les laparotomies à presque plus rien, avec des résultats carcinologiques tout à fait satisfaisants. Donc deuxième arme, en deux mots, la radiothérapie. Donc ça c'est une patiente qui est, qui était sur la table de radiothérapie. Donc en 1898, Marie Curie donc, a été une des pionnières en découvrant la curithérapie et le radium. Donc là, vous avez ce que moi j'ai connu quand j'étais interne, donc des traitements de curithérapie locaux-régionales. On plantait des fils vecteurs en plastique autour d'une tumeur ou au niveau du lieu opératoire quand les patientes avaient été opérées. Et les vecteurs qui étaient creux en fait étaient chargés avec des fils d'iridium. Ça existe toujours pour certaines localisations, donc il ne fallait pas trembler pour mettre les fils. Parce que vous savez qu'en radiothérapie, la dosimétrie intègre à la fois la source, la dose émise par la source et le temps passé au contact. Donc c'est certain que si vous aviez le Parkinson pour charger, c'était compliqué. Et moi, j'avais des chefs qui chargeaient à la main parce qu'ils avaient fait le calcul que c'était moins dangereux pour eux de prendre le fil d'iridium à pleine main et de charger le tube avec plus de sûreté et plus de rapidité que de passer 3 heures avec une pince à pas y arriver, quoi. Donc ça se fait aussi pour les lèvres dans certaines indications, on le fait encore dans quelques localisations. Et puis après on a eu les premières machines au cobalt en Italie avec des séquelles fonctionnelles qui étaient vraiment majeures, et notamment les patientes qui avaient eu des radiothérapies au cobalt, notamment sur les seins, avaient des seins, c'était vraiment de la pierre avec des obus, c'était très inconfortable et inesthétique, avec des coups radiques qui étaient complètement gelés. Et après, on a eu des appareils comme le Saturne. Et là, on s'amusait à faire un petit peu du Lego. Donc, on avait des caches en plomb pour essayer d'épargner tous les tissus sains. Donc, on contourait en fait les malades de façon assez artisanale. Mais c'est ce que j'ai connu quand j'ai commencé il y a quelques années. Puis après, on a eu des collimateurs multilames. Donc, on voit ici au milieu... alors, je ne sais pas comment on fait le pointeur.
On peut pas pointer? Ouais. Bon, ben voilà. Donc au milieu, vous voyez le blanc, c'est des petites lames en fait qui s'ouvrent, qui se ferment, qui s'ouvrent, qui se ferment. Et ça permet en fait de dessiner, voilà, de contourer une tumeur, notamment ORL, où il y a quand même beaucoup d'organes sensibles, les glandes parotides, les glandes sous-maxillaires, et bien entendu la moelle qu'on voit derrière. Donc en multipliant en fait les entrées, les portes de radiothérapie et en faisant varier en fait le collimateur, on arrive à dessiner de façon très parfaite la tumeur en épargnant le maximum de tissu sain et en donnant une dose optimale au tissu. Donc ça, c'est des techniques en fait de radiothérapie encéphalique. On visse un casque sur la tête et on fait de la radiothérapie très ciblée. Et puis après, grâce aux usines Renault, on a eu, ça c'était des bras en fait qui au départ étaient destinés à monter les boulons sur les chaînes de production des voitures. Et on les a détournés donc, pour faire du cyberknife qu'on utilise à peu près dans toutes les localisations. Donc, on arrive dans le vif du sujet avec la chimiothérapie. Alors ça, c'est pas pour faire peur, mais c'est pour expliquer que vous avez là une cellule. Donc là, en fait, vous avez une double membrane lipidique. Ici, on a ce qu'on appelle des récepteurs transmembraneurs. Donc il y en a tout plein. Ça, c'est le GFR, c'est aussi ce qu'on appelle l'HER1. Après, il y a l'HER2 qui s'homodimérise ou qui s'hétérodimérise. Et à partir de la dimérisation, en fait, on a une transduction du signal en intra-cytoplasmique avec plusieurs voies. Donc, je vois pas très bien, mais il y a RAS, MEC, ERK ici. Il y a la voie d'épithène, PI3 kinase AKT-mTOR. Enfin, je vois pas où elles sont parce que je vois pas bien de loin. Donc, toutes ces voies-là, en fait, vont activer des signaux au niveau du noyau pour envoyer essentiellement des messages anti-apoptotiques et de prolifération cellulaire. Donc, en fait, tout ça, c'est pour dire que si on compare la cellule cancéreuse entière dans son intégrité à la ville de Paris, vous imaginez qu'à l'intérieur de la cellule, en fait, il y a plein de voies de communication. Mais c'est comme à Paris, donc quand vous vous baladez dans le métro, si jamais il y a la grève et qu'il y a une voie de RER qui est bloquée, vous pouvez quand même arriver à destination en prenant le métro et puis la correspondance et le bus et vous arrivez à bon port. La cellule cancéreuse à l'intérieur, grâce aux différentes voies de signalisation, elle fait exactement pareil. Et à partir d'un moment donné, elle va finir par trouver une parade et à finir par proliférer. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous remontre de façon schématique, là, les récepteurs transmembranaires, ils ont sauté, désolé, mais au niveau thérapeutique, tout ce qui est en vert, c'est AB, donc c'est des anticorps, donc c'est des grosses molécules qui vont aller avoir pour cible, en fait, toutes les molécules transmembranaires et le domaine extracellulaire. D'autres petites molécules, en fait, agissent sur les domaines intracellulaires. Et après, il y a toutes les voies, en fait, d'inhibition des voies intracellulaires. Donc là, PI4 kinase AKT-mTOR, avec certaines drogues qui ont été développées dans les cancers du rein de mauvais pronostic, entre autres. Et pour essayer de limiter donc tout ce qui est prolifération, angiogénèse et message anti-apoptotique. Ici, donc, il y a tout ce qui est plutôt chimiothérapie, notamment les poisons du fuseau achromatique. Donc, c'est pour expliquer qu'on a énormément de produits chimiques. Là, je vous ai remis la même coupe avec le vaisseau que j'ai rajouté. Et donc la croix qui apparaît, c'est pour montrer que quand on agit sur le noyau, on utilise essentiellement tous les produits qui sont cytotoxiques, qu'on utilise essentiellement par voie veineuse, mais aussi pour certains en comprimé. Et donc c'est ce qui était classiquement nommé chimiothérapie. Mais on peut aussi agir donc sur les vaisseaux qui vont nourrir la cellule, parce que je l'explique, mais au-delà de 1 mm, jusqu'à 1 mm, une tumeur, enfin une cellule cancéreuse, elle peut se multiplier, elle peut grossir en se servant de tous les nutriments qu'il y a dans l'interstitium par imbibition. Au-delà de 1 mm, il faut qu'il y ait un événement en fait génétique qui intervienne qui s'appelle le switch antigénique.
et qui fait qu'il va y avoir un message via certains facteurs de croissance comme le VEGF qui vont détourner la circulation pour aller nourrir la croissance. Donc il y a des médicaments qui existent pour empêcher ça, ça s'appelle les anti-angiogéniques. En général, ça se donne par perfusion, mais aussi on les trouve aussi en comprimé. Et vous voyez qu'il a fallu à peu près 30 ans pour que des premières publications de Folkman au développement de la thérapie, on puisse les utiliser. Tout ce qui agit donc sur les récepteurs transmembranaires, on en a parlé, donc c'est des anticorps monoclonaux, c'est des grosses molécules, ça finit par AP, c'est des molécules en perfusion. Et tout ce qui agit sur les voies de signalisation en intracellulaire, c'est ce qu'on appelle les thérapies ciblées, le plus souvent des composés oraux, que nos amis pneumologues connaissent parfaitement bien. Et puis là, la révolution apparaît avec l'apparition donc de l'immunothérapie, qui est en fait un changement complet de paradigme en thérapeutique, puisque autant là, on agit sur une cellule cancéreuse pour essayer de limiter sa prolifération par toutes les voies que je vous ai données, autant avec l'immunothérapie, c'est un coup de baguette magique. Et le changement de paradigme vient du fait qu'on demande à l'organisme de faire le boulot à la place des drogues. Et en fait, on va le rééduquer pour qu'il reconnaisse lui-même la cellule cancéreuse et puisse la tuer. Donc c'est vrai qu'au départ, on a tous été comme ça. Les molécules sont arrivées, nos confrères dermatologues avaient de l'avance et les utilisaient, les connaissaient bien mieux que nous. C'était il y a une dizaine d'années. Et franchement, quand on a commencé à devoir le faire, on a eu un peu peur. Donc on a commencé à parler, alors il fallait faire des staffs, des RCP d'immunothérapie. Donc il y a eu plein de bonnes idées. En fait, pour un problème essentiellement de temps et de moyens humains, on n'a pas pu tenir la route au niveau des staffs. Mais finalement, il y a des plateformes de pharmacovigilance. Et puis, on s'est tous initiés en fait à ces thérapeutiques et on a plus ou moins localement des référents dans chacune des spécialités d'organes pour pouvoir faire face aux toxicités. Donc, on ne peut pas parler de l'immunothérapie si on ne parle pas du cycle immunitaire antitumoral, puisque c'est là-dessus en fait qu'on va comprendre comment ça agit. Donc, vous avez à peu près 7 étapes qu'on va essayer de détailler, mais très rapidement. Donc la première, c'est la libération antigénique. Ça, c'est très important parce qu'il y a des cellules qui sont... il y a des cancers qui sont plus immunogènes que d'autres. Et je fais juste un petit aparté sur des anomalies en fait géniques qui font qu'il y a une instabilité génomique, notamment dans les cancers du côlon avec les phénotypes MSI. Comme il y a une instabilité génomique, il y a énormément d'antigènes tumoraux et du coup, c'est d'excellents candidats à l'immunothérapie et ça se développe de plus en plus dans ces indications. Donc l'étape 1, c'est la libération des antigènes. Donc vous voyez que ce soit des antigènes, que ce soit bactériens, extracellulaires ou tumoraux en intracorporel, il va y avoir en fait une pénétration à travers l'épithélium, une captation en fait par les cellules dendritiques qui vont aller migrer et présenter ça soit par voie lymphatique vers les ganglions, soit par voie sanguine jusque dans la rate. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'il y a eu la libération des antigènes au sein de l'organisme, il va y avoir une présentation des antigènes au niveau de ce qu'on appelle les cellules dendritiques, qui sont des cellules présentatrices d'antigènes. Alors là, il y a une notion très importante. Vous savez que le soi, la tolérance du soi, elle est déterminée par le complexe majeur d'histocompatibilité qui est présent sur toutes les cellules. Donc ça, c'est le complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1, qui est à peu près ubiquitaire. Il n'y a pas deux individus qui est le même. Et donc ça, c'est le soi. Et il y a à peu près 6 allèles qui codent pour le CMH de classe 1, beaucoup plus pour le CMH de classe 2, 8, 10, je ne sais plus exactement. Et donc, en fait, ça donne une grande variabilité génique. Et il faut comprendre que c'est ce qui entraîne aussi la tolérance du cancer. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe? Une cellule normale, elle a un CMH de classe 1, comme toutes les cellules normales sur l'organisme. Et à partir du moment où elle va muter, elle va garder quand même ses CMH de classe 1. Et donc, en fait, il faut qu'elle soit tolérée par l'organisme, puisqu'à la base, c'est une cellule de l'organisme. Et donc, il y a des mécanismes en fait, de tolérance qui expliquent que la cellule cancéreuse, en fait, elle ne soit pas reconnue et elle se développe à couvert et elle fasse autant de dégâts. Donc, la cellule présentatrice d'antigènes avec au moins le TCR, donc le récepteur des cellules T, va, avec l'aide du complexe majeur d'histocompatibilité, notamment de classe 2 sur les cellules dendritiques,
va présenter donc l'antigène au système immunitaire de façon à pouvoir faire une activation du lymphocyte T. Et c'est à partir du moment où le lymphocyte T a reconnu l'antigène et a été activé que la réaction immunitaire va pouvoir se faire. D'accord ? Donc il y a toute une cascade d'événements qui est importante et qui fait intervenir les cytokines, des co-activateurs, des co-inhibiteurs. Et une fois qu'on a une activation des lymphocytes T, il va y avoir une migration des lymphocytes T jusqu'au site intratumoral par plusieurs étapes avec des intégrines, notamment des chimiokines qui vont les attirer. Ça va adhérer donc sur l'endothélium. Il va y avoir une sorte de diapédèse et ça va migrer au sein du foyer tumoral. Donc ça va se fixer et donc cette diapo elle est intéressante parce que vous voyez ici dans tout ce qui est les récepteurs d'inhibition, deux molécules qui sont très importantes, le PD-1 et le CTLA4, je ne vois pas trop où il est, je crois qu'il est au-dessus, qui participent en fait à la tolérance immunologique de la cellule cancéreuse. Donc il y a des couples qui sont inhibiteurs, il y a des couples qui sont activateurs, et c'est avec tout ça qu'on régule en fait la tolérance aux soins. Et puis la destruction tumorale va intervenir une fois qu'il y a eu la reconnaissance, qu'il y a eu la fixation. Il va y avoir une molécule qui va faire une sorte de canal au sein de la cellule cancéreuse, des enzymes qui vont pénétrer à l'intérieur, et ça va la détruire. D'accord ? Du coup, ça va libérer des antigènes, puisque la cellule est lysée, et ça va recommencer. Donc on va réintégrer de nouveau une mise à disposition d'antigènes tumoraux pour refaire partir une réaction immunitaire. Donc là, je vous ai fait un aparté sur deux ce qu'on appelle des checkpoints. Donc les checkpoints, c'est des points de contrôle. Donc il y en a un qui est assez précoce, c'est le CTLA4 qui intervient donc au niveau de l'activation lymphocytaire dès le ganglion, et un autre beaucoup plus tardif qui est via la voie PD1, PDL1 avec récepteur et ligand au niveau carrément de la tumeur. Donc ce sont deux voies d'inhibition de la réaction immunitaire. Et je fais un aparté parce que c'est ça qu'on va utiliser en fait en thérapeutique pour réactiver l'immunité face à l'envahisseur. Donc ça on passe parce que c'est la même chose dit différemment. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a ? On a une tumeur qui a muté. Et cette tumeur, comme je vous l'ai dit, elle a des antigènes de classe 1 sur sa surface. Et du coup, elle va l'utiliser via le PD1, PDL1 et le CTLA4 pour dire, moi, pas touche, vous me touchez pas, je me développe. Donc, elle a son laissez-passer et en toute impunité, elle va pouvoir proliférer. Du coup, on a fait quoi ? On a fait de ces cibles des armes thérapeutiques. Et vous voyez ici qu'est-ce qui se passe. Donc Harry Potter n'est pas si gentil puisque lui c'est l'envahisseur, c'est la cellule cancéreuse. Il va revêtir sa cape d'invisibilité, il est tout content, il va pouvoir progresser à couvert. Sauf que on a la baguette magique, et la baguette magique c'est les anticorps anti-checkpoint de l'immunité. La cellule cancéreuse, elle a la possibilité de réguler à la hausse les molécules inhibitrices. Et les anticorps vont les réguler à la baisse. En tout cas, ce qu'ils veulent, c'est enlever la cape d'invisibilité. Et vous voyez, que là, il est tout penaud, il a été découvert. Et du coup, le travail du corps humain peut commencer. En fait, ce qu'il y a de fantastique, c'est que c'est une véritable rééducation. Et je fais un aparté toujours sur le mélanome, parce que c'est là-dessus que ça a été découvert il y a 10 ans en premier. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? On ne connaissait pas bien l'arme thérapeutique, on faisait des cures toutes les 3 semaines. Et on a vu pour la première fois, pour des molécules qui sont extrêmement radiorésistantes, chimiorésistantes, où rien ne marche, et les malades en 6 mois, ils étaient balayés quand ils étaient métastatiques. On a fait des traitements, on a vu d'abord des réponses énormes en termes de pourcentage, et puis on a continué les cures parce qu'on ne connaissait pas trop la molécule, et on a vu apparaître au bout d'un certain temps, des pathologies auto-immunes. Et donc là, on a commencé à rentrer dans la iatrogénie et on s'est dit, on va peut-être s'arrêter puisque le malade, finalement, il va bien. Donc on a arrêté de faire des séances. Et aux surprises, c'était pas comme avec la chimiothérapie où quand on arrête, ça peut repartir. Là, les malades étaient contrôlés, mais étaient contrôlés longtemps, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc on s'est dit, il y a vraiment quelque chose qu'on tient de bien, et c'est comme ça que ça a été généralisé après dans d'autres
cellules. Cancer, excusez-moi. Du coup, là, bon, c'est juste pour montrer en fait un rappel au niveau de l'immunothérapie. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Les urologues connaissent ça très bien. Ils font de la BCG-thérapie en intravésicale. Et on a commencé donc les antigènes tumoro-mage dans le mélanome dans les années donc 90. Et puis après, on a eu l'interleukine que moi j'ai longtemps utilisé quand j'étais à la Pitié-Salpêtrière, aussi dans le mélanome, mais avec des effets secondaires dignes de ceux qu'on voit en réa quand on a un choc septique. Donc c'était vraiment des gardes de réa. Et puis après sont apparus les anticorps monoclonaux, donc les anti-CTLA4 avec l'ipilimumab, et puis après les anti-PD1, PDL1, notamment dans le cancer du poumon en premier. Ouais, donc voilà. Alors tout ça pour dire qu'il y a une flopée de molécules dans énormément de cancers. Donc effectivement les noms on s'en fiche. Il faut savoir qu'il y a eu le mélanome, il y a le poumon de plus en plus d'indications, le cancer ORL, la vessie, le rein, enfin je les balaye tous ont leur petite immunothérapie qui, si elle n'est pas déjà là, va pas tarder. Il faut savoir que les effets secondaires, non, les réponses en fait varient en fonction des tumeurs, bien sûr, puisque c'est pas tous les mêmes cancers. Les effets secondaires sont extrêmement variés, comme la chimiothérapie, et donc on va pas détailler toutes, mais juste ça c'est important. Les effets secondaires, ils sont complètement ubiquitaires sur l'organisme, donc cutanés,